Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée assez exceptionnelle dont on rêvait depuis quelque part longtemps, à la fois parce que ça nous permet d'accueillir de nouveau à la Cinémathèque Suisse Bertrand Tavernier, mais aussi parce que vous allez faire un voyage magnifique à travers un cinéma qui nous est proche, qu'on aime, et d'ailleurs de le voir ici dans cette salle-ci, qui est née en 29, et donc qui a probablement présenté plusieurs des films dont vous allez entendre parler ce soir, c'est pour moi une grande émotion. Sans plus tarder, par conséquent, j'ai le plaisir d'accueillir le réalisateur, ancien attaché de presse, homme de communication, producteur, scénariste, grand cinéphile, fondateur d'un ciné-club, qu'est-ce que je peux dire encore? Et surtout, président de l'Institut Lumière, parce que c'est un institut non, qui... pas surtout, d'abord réalisateur. D'abord réalisateur. Non, mais surtout pour nous, du point de vue de la ciné. Merci. Je suis surtout cinéaste. D'accord. Pardon. Parce que c'est un peu même. Oui, oui. Mais votre vie, pour commencer par ça, votre vie se confond avec votre cinéphilie et ce film aussi. Oui, en même temps, je n'ai pas fait le film comme un film de cinéphile. J'ai essayé de faire un film, de le faire comme un cinéaste. Comme un cinéaste qui sentait qu'il avait besoin de remercier des gens qui m'ont donné des joies extraordinaires. Peut-être des gens qui ont été importants dans le fait que j'ai voulu faire de la mise en scène. Des gens aussi, à un moment, dans une des premières versions du scénario, je commençais par ça, en disant, voilà, je fais ce film pour remercier tous les gens, des réalisateurs, des scénaristes, qui se sont battus, souvent en prenant des risques, et qui ont, et du coup, qui me permettent, ils se sont battus contre la censure, contre les producteurs, contre les pouvoirs d'argent, de Clouzot à Duvivier, qui se battait contre les exploitants qui défiguraient Poil de Carotte, et il écrit une lettre magnifique là-dessus, de Autant Lara qui se bat pour qu'un metteur en scène ait le droit de contrôler son montage, de Jacques Becker, qui était si rigoureux dans ce que devaient être ses films, Renoir, plein d'autres, jusqu'à Claude Sautet et Jean-Pierre Melville, qui, dans toutes ces batailles, ça a permis que nous, les générations maintenant, on fasse nos films avec souvent plus de liberté qu'ils en avaient eux. Donc le film, il est né dans un désir d'admiration. Je trouve que c'est bien d'admirer. Bon, c'est pas à la mode. On est dans une époque où on est un peu dans la dérision, dans le... Là. Moi, j'ai eu tout d'un coup envie de passer des années à revenir sur ces admirations, à dire tout ce que je devais à ces cinéastes, mais à en dire, je veux dire, comme un metteur en scène qui va aimer la manière dont Carnet découpe ses scènes, qui va essayer d'analyser la profondeur de champ chez Renoir. Ça, c'est pas de la cinéphilie, c'est quelque chose qui a à faire profondément avec mon métier. Voilà, et j'ai eu l'occasion de connaître beaucoup des gens qui sont dans ce film, de travailler avec eux, notamment Claude Sautet et Jean-Pierre Melville, qui sont tous les deux allés voir mes parents pour leur demander de me laisser faire du cinéma. Donc, ils sont mes deux parrains dans le cinéma. Voilà, et tous ces gens-là m'ont raconté des choses formidables qui souvent ne sont pas dans les livres d'histoire du cinéma. Et voilà, c'est un petit peu tout ça c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film. Je dois dire que, extraordinairement naïvement, parce que j'ai gardé, après toutes ces années, une forme de naïveté, j'ai cru que quand j'allais aller voir des gens, par exemple, personne qui était à la tête de Canal+, de Sio Canal, en lui disant, voilà, j'ai envie d'exploiter un peu, de donner un coup de projecteur sur tous les films que vous possédez des milliers de films. Donc
je me disais, ils vont m'accueillir de manière formidable, ils vont dire, ah, quelle bonne idée. Ça a été un an. À partir de ce moment-là, ça a été un cauchemar. Jusqu'à ce que quelqu'un de Canal+, dise à mon producteur, oui, oui, on pense à faire un film sur le cinéma français, mais on voudrait le confier à Martin Scorsese. Voilà. C'est là où on voit à quel point, dans quelle estime on est tenu par des gens avec qui on a travaillé, avec qui j'ai apporté pratiquement, je sais pas, 40 prix dans les festivals internationaux. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Martin Scorsese, je lui ai dit, si t'es contacté par Canal+, s'il te plaît, dis non. J'ai eu un message de sa monteuse, aucun problème, je ne ferai jamais ça. Voilà. Mais par contre, depuis, il est venu voir, enfin vous êtes rencontrés, il a vu. Je lui ai montré, après avoir passé le barrage de tous ces gardes du corps, de ses assistants, parce que la différence, les gens disent, vous avez fait un travail un peu similaire avec Martin Scorsese, sauf que nous, on était 5 pour faire le film. Lui, quand il le fait, ils sont 500. Hein, il a un nombre d'assistants. Alors, je suis arrivé à traverser tout ça, et je lui ai montré 1h30 du montage du film en traduisant de manière simultanée, un peu, pour qu'il puisse suivre. Il était, à un moment, il y avait certains plans où il devenait comme un môme. Et ça, c'était formidable de le voir réagir sur un plan de Macao, l'enfer du jeu. Il dit, what is this film? What is this film? Great shot! Il se met à hurler et tout, c'était formidable. Formidable. Mais ce qu'il y a de fascinant dans le film, que les gens vont voir maintenant, c'est cette intimité quand même que vous avez, qui est une intimité avec les films, en effet, en tant que cinéaste, parce que vous allez dans la profondeur des œuvres, mais aussi l'intimité que vous avez avec les gens, que ce soit des grands cinéastes, que ce soit des cinéastes méconnus, que ce soit des comédiens comme Gabin. Oui, Gabin ou Eddie Constantine, je parle de 2 acteurs là-dedans. Mais oui, parce que moi, je trouve formidable que quelqu'un comme Scorsese ait fait ce qu'il a fait sur le cinéma américain et aussi sur le cinéma italien, qui est presque plus personnel. Mais lui parle, en gros, d'abord sur le cinéma américain, il consacre 3-4 minutes à un metteur en scène. Moi, j'ouvre le film avec Becker, il y a 26 minutes sur Jacques Becker. Et puis sur Carnet, c'est long, sur Melville, sur Claude Sautet, sur un certain nombre de cinéastes. Je prends du temps. Et aussi, je parle de gens dont il ne parle pas du tout, Scorsese, et dont on ne parle presque jamais. Je parle des scénaristes. Chaque fois que j'ai pu, j'ai trouvé certains documents avec les scénaristes. Il y en a un particulièrement gratiné et très caustique, d'une rare méchanceté, d'Henri Janson, qui est je pense, un document injuste, mais quand même formidable, et qui dit beaucoup de choses intéressantes sur Hôtel du Nord, à un moment dont il dit c'est qui le metteur en scène? Il fait semblant, il dit c'est qui? C'est Duvivier. Ah non, il dit Duvivier, lui il connaît les acteurs et il les dirige bien. C'est d'une vacherie incroyable. En même temps, c'est assez formidable par rapport à Duvivier, parce qu'il fait un éloge sur Duvivier qui est quand même intéressant. Bon, de parler des scénaristes, mais de parler aussi des compositeurs. Ça, c'était pour moi très important. Je pense que les compositeurs sont les grands oubliés des histoires du cinéma, sont les grands oubliés des cinémathèques. Hein. Vous avez des hommages à souvent des réalisateurs de série B. Je veux dire, la Cinémathèque française a fait un hommage à Jésus Franco, mais jamais à Jean-Jacques Grunewald, qui a écrit les 2 premiers films de Bresson, la musique sublime des Anges du Péché, des Dames du Bois de Boulogne, la musique de 5 films ou 6 films de Jacques Becker, la sublime musique de La Vérité sur Bébé d'Ange, qui est une musique qui est déjà du Philippe Glass, 20 ans avant que Philippe Glass compose. Il y a déjà une musique un peu minimaliste, un ostinato répété comme ça, avec très peu d'instruments. Voilà, les compositeurs, Jaubert, là-dedans vous verrez un hommage à Maurice Jaubert, à Cosma, et puis aussi à d'autres gens comme ça en passant, jusqu'à
Georges Delerue, Antoine Duhamel, et tout ça. Voilà. Il faut préciser quand même, petite interlude publicitaire, que vous en avez profité pour éditer un CD oui, de ces musiques. Avec Stéphane Le Rouge, mon combattant sur le front de la musique, on a un double CD qui s'appelle Voyage dans le cinéma français, on doit pouvoir commander sur Internet, si on n'est pas trop idiot, qui comprend à la fois la très belle musique de Bruno Coulet pour mon film, parce que lui, il avait un boulot terrible. Il a fait une musique et il devait s'immiscer au milieu d'une musique de Jaubert, de Cosma, de Vamparis, de Misraki. Il fallait qu'il trouve que ça colle avec ça et en même temps qu'il y ait des sonorités un peu modernes, comme ça. Et il y a surtout un deuxième CD avec 28 morceaux de musique de film, dont 20 étaient introuvables. Et que c'est aussi le travail insensé que mène Stéphane Le Rouge. Par exemple, il y a la musique de Classe Touriste, qui n'existait pas. Vous n'aviez pas de disque de la musique de Classe Touriste. Et de manière très marrante, Bruno Coulet écoute la musique de Classe Touriste et dit « Est-ce que tu as remarqué que ce sont les mêmes harmonies que Max et les Ferrailleurs ?» Et alors, c'est pas la même orchestration, c'est une guitare au lieu d'une trompette, c'est ça. L'un est de Delerue, l'autre est de Sardes. Il me dit, mais ça, c'est la marque de Sautet. Il amène une pulsation dans les deux musiques qui est vraiment à lui. Et il dit, ce serait très marrant de voir, c'est exactement le même rythme dans les deux films. Bon, il y a la musique de Classe Touriste, il y a la musique. Alors, moi, c'est mon sujet de quiz favori, c'est quand je la passe à des amis, la musique du Salaire de la peur, et 9 personnes sur 10 me disent c'est du Ennio Morricone. Or, c'est du Georges Auric, qui écrit 12 ans, 15 ans avant Ennio Morricone, et qui écrit une partition extrêmement moderne. Il y a la musique de Requin, qui est sublime, la musique de Requin de Pagnol, qui est avec cette idée formidable de Pagnol, qui pour évoquer la Haute-Provence, qui va le chercher un symphoniste suisse, qui va chercher Arthur Honegger, pour parler de la Provence, qui est formidable. Mais la musique de Requin, vous ne la trouvez pas. Elle n'avait pas été éditée, elle n'avait pas été enregistrée. Le Rouge l'a trouvée dans une petite boîte. Il y avait dans, je ne sais pas, dans les fins fonds de la Haute-Provence, quelqu'un qui l'avait enregistrée. Et c'était une dame qui avait 70 ans, il y a eu une longue négociation pour arriver à trouver. Mais voilà, donc c'est formidable de pouvoir mettre ça. Alors il y a des chansons, il y a évidemment une chanson d'Eddie Constantine, en même temps, bien sûr, ça agitait absolument. Voilà. Alors, un mot encore, juste pour que tout le monde comprenne bien. Le film qu'on va voir maintenant est un voyage à travers le cinéma français, certes, mais il y a aussi une série télévisée. Oui, juste après. Alors, en fait, comment vous avez construit les deux choses et qu'est-ce qui se passe? C'était une frustration énorme, bien qu'on parle de près de... Il y a 590 extraits et on parle de 98 films. Je suis resté avec une frustration épouvantable. Il y a des cinéastes dont je parle très peu, certains dont je ne parle pas du tout. Et au départ, je me disais, on va peut-être faire 2 films. Puis on a vu que 2 films, ce n'était pas montable. Mais on a réussi à monter une série de télé de 8 fois 1 heure, en gros, 56, 57, 58 minutes, grâce à Bruno Deloy, de Ciné Plus, et puis France 5 qui s'est mis dans le coup. Au départ, personne n'a soutenu mon projet. J'ai pas eu le service public, j'ai pas eu Arte, j'ai pas eu l'avance sur recette. Le film, il a été sauvé, ce film, vous voyez, par tout d'un coup des gens chez Gaumont qui avaient travaillé avec moi dans la commission d'aide au DVD et qui ont dit « Mais les choses que raconte Bertrand, il faut qu'on l'enregistre parce que c'est formidable, c'est intéressant ». Qui a réussi à persuader Sidonie Dumas, et puis il y a eu Sophie Seydoux d'un autre côté, et d'un seul coup, j'ai eu Gaumont et Pathé. C'est la première fois qu'ils faisaient une coproduction ensemble. Donc c'est un film historique. C'est la première fois que les 2 frères, comme ça, qui sont très amis, mais travaillaient ensemble. Donc c'est une date
dans l'histoire de la production française que ce film, pour la première fois, les équipes de Pathé et de Gaumont se sont rencontrées, tout d'un coup, à cause de mon film. Et voilà, j'ai grâce à ça, et à Bruno Deloy aussi de Ciné Plus, c'est comme ça que ce film a pu être monté. Et donc, du coup, la série, c'est 8 épisodes, j'en ai 7 qui sont pratiquement terminés. On est toujours dans le démarchage de l'achat des droits, avec parfois des mauvaises surprises, puis qu'on rattrape. Tout d'un coup, quelqu'un qui refusait de nous donner les droits, puis tout d'un coup, je l'appelle, je finis par arranger les choses. Voilà. Et il me reste le 8e épisode, qui sont sur mes années attachées de presse, que je dois compléter, que je dois faire. Là, maintenant, si je trouve un moment, j'ai encore 2 jours de tournage. Il est pratiquement monté, mais j'ai 2 jours de tournage, et puis des raccords aussi, parce que sur des films dont qu'on n'a pas pu avoir, qu'on a remplacé par d'autres, etc. Voilà. Juste encore un mot, peut-être. Après, c'est clair que les gens auront envie de voir le film, mais oui. Peut-être 2 cinéastes sur lesquels il faudrait peut-être mettre l'accent, c'est Edmond Gréville et Jean Sacha, qui ont une importance particulière, parce que peut-être que ces noms ne disent pas grand-chose. Je pense que à la plupart. Il y a une fois à Lille, où tout d'un coup je présentais le film, et tout d'un coup il y a 3 types qui disent « On connaît très très bien les films de Jean Sacha ». C'est la seule fois que ça m'est arrivé dans toute la France entière. Tout d'un coup, il y avait 3 types à Lille qui pratiquement avaient vu tous les films de Jean Sacha. Ça, c'est un truc, on trouve toujours, tout d'un coup, quelqu'un, ce qui est formidable avec le cinéma, quelqu'un, un passionné qui va vous dénicher quelque chose. Ben, c'était comme dans mes films, j'ai fait beaucoup de films où je me suis intéressé à des époques qui avaient été très peu étudiées. La Régence, avant que la fête commence, était passée sous silence, et le régent était quelqu'un de très pas du tout bien considéré. La recherche des disparus dans La vie et rien d'autre, il y a des historiens qui ont dit que j'avais eu 20 ans d'avance sur tous les historiens du monde entier, aussi bien là que dans Conan. Donc j'ai toujours aimé m'intéresser à des époques, à des milieux qui n'étaient pas particulièrement populaires, les instits dans le Nord, ça commence aujourd'hui, les gens qui vont adopter des enfants au Cambodge. Voilà. Et donc c'est pareil dans le cinéma. J'ai toujours eu un goût pour des cinéastes, souvent, que j'estimais injustement méconnus. Et Jean Sacha, j'avais eu un coup de cœur, mais très tôt, quand j'avais vu Cet homme est dangereux. J'avais trouvé que c'était un film épatant. J'avais trouvé qu'il y avait une invention visuelle, il y avait une invention sur les cadres, les plans, et il y avait son nom, on trouvait dans l'annuaire, il y avait Jean, je l'avais appelé, on est devenus très très amis. On se voyait tout le temps avec Jean. Et c'est quelqu'un, quand il n'a plus pu faire de films, il a fait des films annonces, il a fait tous les films annonces de François Truffaut, et il a fait tous les miens, jusqu'à La mort en direct. Il a fait tous ses films avec l'aide de sa femme, Paulette Robert, qui était la monteuse du journal d'un curé de campagne et la monteuse de Guitry, et qui me racontait des histoires formidables sur Guitry. Bon, Jean Sacha, j'avais envie de lui rendre hommage. Et j'avais fait, là, il n'y a qu'un petit bout, j'avais fait 35 minutes sur lui, au montage. Edmond Gréville, lui, ça a été vraiment un ami. Ça a été aussi un ami, comme Jean Sacha, mais un ami très très proche, on avait rencontré aussi, c'était un cinéaste marginal. Quand je ne vais pas dévoiler, c'est vrai, quand je l'ai rencontré, il était au bas de l'échelle, que moi j'étais étudiant à ce moment-là, et que parfois il me demandait un peu d'argent parce qu'il n'avait pas de quoi manger. Et que, quelque part, je crois que si j'ai eu envie de faire ce film, c'est aussi en souvenir de moments quand il est mort, de manière injuste, par une erreur médicale dans un hôpital de la Côte d'Azur, alors qu'il vivait une histoire d'amour avec une amie à nous, qui était mineure, une histoire d'amour formidable, et on est resté très proche de cette amie. Quand il est mort, il n'y avait pas d'argent pour payer son enterrement, et tout d'un coup, il y a eu la décision de le jeter à la fosse commune. Et on s'est cotisé.
on s'est cotisé, nous, tous les 4 personnes qui avions créé le ciné-club, pour lui payer sa tombe. Donc à l'époque, à 19 ans, j'ai payé la tombe. C'était le début, ce film c'était le début quand même d'un acte de gratitude envers quelqu'un qui m'avait apporté beaucoup de joie, et beaucoup d'émotions avec ces films. Et je le raconte dans le film, quand cette nouvelle apparut, grâce à un journaliste du Figaro littéraire, on a reçu une lettre de René Clair avec un chèque, où René Clair disait qu'il avait fait travailler Gréville comme acteur dans Sous les toits de Paris, qu'il avait une grande admiration pour Gréville, pour sa probité artistique, et depuis, ça a changé mon opinion de René Clair. C'était à ce moment-là, non c'est vrai, j'avais l'attitude d'un cinéaste à l'Académie française, pour nous c'était quelqu'un d'officiel, ouais, et tout d'un coup c'est la seule personne qui a eu un geste extraordinairement généreux pour quelqu'un avec qui il avait travaillé en 1930. Et j'ai trouvé ça formidable, ça. Et j'ai trouvé après, depuis, par exemple, dans le merveilleux recueil de critiques écrites par Pierre Bost, dont j'ai fait la préface, qui a été publié, j'ai trouvé des exemples de la grande générosité de René Clair, qui, tout d'un coup, tombant amoureux d'un film américain qui était celui de Tay Garnett, Le Voyage sans retour, qui passe totalement inaperçu de la critique française. Clair est tellement énervé qu'il va remonter une nouvelle sortie du film, inviter la presse, et il va relancer le film de Tay Garnett. Et vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui faisaient ça à l'époque. Eh bien, il y avait quelqu'un comme René Clair, qu'on assimile toujours à des comédies comme ça, qui sont très très jolies, mais là, qui sont des actes extraordinairement généreux pour d'autres cinéastes. Voilà. Bon. Vous l'avez compris en l'écoutant, on aurait envie de vous écouter encore des heures, mais je crois qu'ils ont encore un voyage à faire. Oui, alors je voudrais vous dire, simplement parce que je ne serai pas là pour... je voudrais un peu me reposer après des journées un peu épuisantes. Là, j'ai un attaché de presse qui m'a fait travailler depuis 6h30 ce matin. Mais je peux juste dire, de répondre à 2 questions comme ça, qu'on me posait tout le temps. Pourquoi il n'y a pas de cinéastes femmes? Réponse, parce qu'il n'y en avait pas. Que les cinéastes femmes, il y en avait très peu. Il y en a 2 dans les années 30. J'ai vu les films d'une d'entre elles, c'était impossible à voir. J'ai vu La Banque Nemo, de l'autre, dont le scénario est amusant, mais le film, la mise en scène est complètement nulle. L'autre femme, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le cinéma français, mais il y avait plus de femmes qu'il y avait d'élus politiques. Puisqu'il n'y avait aucune femme élue politique jusqu'en 1946. Alors qu'il y avait au moins 2 femmes dans le cinéma français. C'est plus que d'élus politiques. Mais il y a une femme que j'ai envie de réhabiliter, je le fais dans la série, qui est Jacqueline Audry, qui a été traitée avec une certaine muflerie par les gens de la Nouvelle Vague, et qui a fait plusieurs films qui sont extrêmement intéressants, à commencer par son premier, Les Malheurs de Sophie, mais Olivia, qui est un très beau film, très 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 beau film, Olivia, sur un pensionnat de jeunes filles que mène, dirigé par Edwige Feuillère, qui est un film extrêmement érotique, trouble et très délicat. Des films comme Mine, l'ingénue libertine, où, ce qui est unique dans le cinéma de l'époque, il y a des personnages de femmes qui parlent de l'orgasme féminin. Ça, vous n'avez ça nulle part dans le cinéma. Nulle part. Il y a une scène sidérante où plusieurs femmes disent qu'est-ce que c'est. Il y en a une qui dit c'est comme une balançoire. C'est tout à fait étonnant. Et là, on se dit, voilà, mais comment cette cinéaste femme, pourquoi est-ce qu'elle a été... Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas plus regardée? C'était à ce moment-là, il faut dire que le féminisme n'était pas un thème très porteur. Hein. On a découvert, par exemple, une archive dans laquelle un historien du cinéma dit qu'Hallyday
il y avait pour mission de refuser les femmes dans le côté metteur en scène, ne jamais en prendre, les décourager. L'idée qui était l'école de cinéma Oui, à Paris. Voilà. Donc, je voulais dire pourquoi il n'y a pas de femmes, quoi ça. Et aussi, on me dit pourquoi Gabin et pas d'actrice. Pourquoi pas? Alors, au point de vue qualité, il y a des actrices dans le cinéma français qui ont un palmarès aussi prestigieux que Gabin. Darieux a été géniale depuis l'âge de 15 ans et demi jusqu'à là. Elle a toujours été géniale. Mais Darieux, elle n'initie aucun film. Elle n'achète pas les droits des livres. Gabin, il achète Gueule d'amour. C'est lui qui achète les droits de Gueule d'amour et qui va le porter à Grémillon. Gabin, il achète la Bandera en s'associant avec Pierre Macorlan et Duvivier. Gabin, il fait en sorte, en mettant une partie de son salaire, de faire exister la Grande Illusion. Gabin, quand il fait le tunnel en Allemagne, le metteur en scène Kurt Bernard est un metteur en scène qui après ira aux États-Unis, s'appellera Curtis Bernard, est un metteur en scène juif, et la Gestapo arrive sur le tournage. Et chaque fois que la Gestapo arrive pour arrêter et questionner Bernard qui est juif, Gabin appelle l'ambassadeur de France, le fait venir. Et dans ses souvenirs, Curtis Bernard dit « Gabin m'a sauvé la vie. Je lui dois ma vie et je lui dois d'avoir pu quitter l'Allemagne. » Comme ça. Donc, tout ça, c'est unique dans le cinéma. Il n'y a pas d'autres acteurs qui font ça. Il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas l'engagement qu'avait Gabin avec Prévert, l'engagement qu'il a avec Grémillon, l'engagement qu'il a avec un certain nombre de films, et ça se retrouvera après-guerre dans certains films où il acceptera des sujets. Le chat, il le coproduit, Gabin. Deux hommes dans la ville, qui est un film contre la peine de mort, c'est pas sûr que Gabin n'était pas pour la peine de mort, mais il accepte de faire le film. Et il accepte de jouer quelqu'un qui est complètement opposé à la peine de mort. Et il fait passer un message extrêmement puissant dans ce film. Extrêmement puissant. Donc ça, je ne sais pas si vous parcourez tout ce paysage du cinéma, vous ne trouvez pas, vous trouvez plein d'autres acteurs géniaux. Charles Vanel est un acteur génial. Génial, vous en avez des dizaines qui sont formidables. Mais des gens qui ont joué ce rôle, des gens qui sont partis aux États-Unis. Alors il y a des gens qui sont engagés dans la résistance, Jean-Pierre Aumont qui a fait une guerre héroïque, Claude Dauphin qui était dans la 2e DB. Mais Gabin, lui, il fait un truc comme il était aux États-Unis et il veut s'engager et Universal dit vous avez un contrat. Donc il dit, je le raconte dans le film, il dit je suis le seul Français qui est payé pour faire la guerre. Hein? Lui, parce qu'il doit racheter son contrat pour s'engager dans les fusiliers marins. Donc il paye pour pouvoir... ça montre que quand même, l'engagement démocratique des studios américains n'était pas... était quand même, avait certaines limites quand il s'agissait du pognon. Hein? Voilà. Et donc il a payé pour pouvoir faire la campagne d'Italie, la campagne de France. Et ensuite, il va se réengager pour aller jusqu'en Allemagne. Donc ça, je trouve que moi, ça méritait un coup de chapeau. À part ça, j'ai une passion pour Gabin en tant qu'acteur. Et je l'ai eu dès que je l'ai découvert dans des films dans le Quai des Brumes. Là, il m'a fait, je crois que j'avais 16 ans, ou dans La Grande Illusion. Dans La Grande Illusion, il m'a fait craquer. Il me faisait craquer, je sais pas, 50 fois dans le film. 50 fois. Quand il arrive et qu'il dit les gars, on a repris de Haumont, moi à chaque fois j'y reste. Voilà. Donc donc tout ça pour expliquer pourquoi, ça évitera les frustrations. Pourquoi il y a Gabin et il n'y a pas d'actrice femme, et pourquoi il n'y a pas de réalisatrice femme. Le reste, pourquoi il n'y a pas Guitry, pourquoi il n'y a pas Pagnol, parce que. Merci pour ces réponses, Notre Tavernier. Un immense merci de nous avoir rejoints.
Un immense merci. Le film sort demain dans cette même salle. Dites-le autour de vous. Et bon voyage à travers le cinéma français et à la prochaine parce qu'il y a encore la série, donc on aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Merci Bertrand.